Alors, Julie Pomme, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir ici, là, pour qu'on puisse échanger un petit peu, parce qu'on a donc déjà discuté, et puis j'avais trouvé que c'était super intéressant ce que tu avais fait, ce que tu avais développé, donc j'avais envie de te faire connaître un petit peu après des lecteurs des six doigts de la main. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, d'abord, je vais commencer par dire que tu es maman et instit, n'est-ce pas? Tout à fait, Ok, maman donc, de trois garçons. ok. Quel âge ils ont et en quelle classe tu es instit? Alors, mes garçons ont 11, 8 et 5 ans. D'accord. Et je suis instite depuis 18 ans déjà. Là, pour le moment, ça fait 8 ans que je suis en première, deuxième primaire. Donc En Belgique, donc. en Belgique, exactement. Donc, ça correspond à CM, CP, CE1, c'est C'est ça, ça? ouais, c'est ça. Quel âge t'as dit qu'ils avaient, les enfants? Voilà, donc 6 et 7 ans. Ouais, c'est ça, c'est plutôt effectivement CPCE1. Ok. Voilà. Et très Et je bien, très bien. travaille en cycle, je monte avec eux, donc je les suis pendant 2 ans. Oh, c'est excellent, super. C'est classique ça en Belgique. Pas classique, mais ça se fait de plus en plus. D'accord. C'est Est- chouette. Est-ce que Ça tout comme permet en de France, créer, vas-y. ça permet de créer des liens et oui, voilà, on gagne beaucoup de temps aussi parce que du coup, voilà, quand on recommence la deuxième année, on connaît nos élèves, on sait où ils en sont, donc ouais, c'est pas mal. Ok. Et pour mettre encore un peu plus le contexte, est-ce que tout comme en France, 6 ans, c'est l'âge auquel ils rentrent dans la lecture? Tout à fait. Ok. Dans la Et combien? lecture, apprendre à compter jusque 20, apprendre à écrire. D'accord. Et Ouais. combien d'élèves à peu près dans une classe? Oh, ben ici, c'est variable. On essaie de faire des petites classes, donc je dirais maximum 20, 21, en tout cas pour les petits. Ok. Et après, oui, à partir de la troisième, donc chez nous, toujours en Belgique, ça passe plutôt 24, je dirais, quelque chose dans le genre. D'accord, ok. Et là, cette année-là, j'ai la chance d'avoir une toute petite classe, donc c'est encore plus agréable. Ça permet de prendre encore mieux soin de chacun. Ok, bon, mais ça, c'est quand même un élément important par rapport à ce dont on va discuter parce que je mets les choses en perspective pour les enseignants qui risquent de nous entendre et de se dire, mais bon, après, je sais que tout est possible dans tout contexte, mais je remets les choses parce que je sais que c'est pas toujours simple pour tous les enseignants de mettre en place tout ce qu'ils veulent. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, avec le Tout contexte à qu'on fait. a. Et donc, on sait très bien que les enseignants qui ont 28 élèves en phase 2, bah, ils n'auront pas forcément les mêmes facilités que quand on en a 20. Voilà, c'est tout. Non. N'empêche que on va partager ensemble quelques trucs que tu as mis en place dans ta famille et dans ta classe. Tout à Et fait. donc, je suis vraiment ravie que tu nous partages ça. Donc, les indices, les mots-clés, si j'ai bien compris, c'est yoga et pleine conscience. C'est ça? Oh que oui. Ok. Oui, oui. Donc, moi, je pratique beaucoup le yoga et la pleine conscience en classe et avec mes enfants, mes propres enfants aussi. Alors, oui, le yoga en classe, c'est devenu vraiment une habitude, une routine, des petits moments. En fait, je leur fais faire une posture ou une respiration de pleine conscience dès que je les sens un petit peu plus nerveux, un petit peu plus agités, moins concentrés. Du coup, moi, en fait, je ne me fâche plus, il y a plus besoin parce que dès que je sens qu'ils ne sont plus vraiment concentrés dans leur travail, hop, j'arrête, on se lève ou hop, on fait une petite respiration, ou bien on fait la posture de l'arbre. Enfin, voilà. Et donc, en fait, ça prend chaque fois vraiment pas longtemps. Donc, même si on a des grosses classes, en fait, comme tu disais tout à l'heure, je pense que c'est bénéfique parce que Hmm. justement, dans des grandes classes comme ça, on a besoin qu'ils soient encore plus attentifs, qu'ils soient calmes. Et donc, voilà, en une ou 2 minutes, il y a vraiment un retour au calme, un retour dans la concentration. Donc, on peut redémarrer. Bon, on fait ça entre deux activités aussi, quand ils rentrent de la récré, qui sont nerveux, qui rentrent de la gym. Voilà, donc c'est devenu une habitude quotidienne et plusieurs fois par jour. Ok, alors il y a plusieurs questions qui sont nées dans ma tête pendant que je t'écoutais, donc je vais essayer de ne pas les laisser partir. La première, effectivement, je crois que tu as commencé à y répondre à la fin, c'est le côté, donc parce que tu nous as dit, quand je sens qu'il commence à être agité, etc., je m'arrête, je fais une pause, mais il y a aussi l'aspect routinier de cette pratique, puisque tu dis à chaque transition, peut-être quand ils arrivent le matin, par exemple. Oui, oui. Oui, le matin, oui, de toute façon, le matin, on a toujours un petit moment pour parler des émotions déjà. Alors moi, en classe, j'ai différentes techniques, hein, donc ou bien on utilise l'émoticocotte, ou bien on a
la roue des émotions. J'utilise beaucoup les pouces aussi, donc ils ont l'occasion de montrer leurs petits pouces. J'utilise toujours 2 parce que je trouve que c'est important. Parfois, on se sent vraiment bien, mais on a eu un petit quelque chose qu'on a envie de raconter. Hyper intéressant. Voilà, les pouces, oui, le fait d'en avoir 2, c'est quand même chouette. Ils ne sont pas obligés de trancher rien que pour une émotion, un sentiment, un vécu. Voilà. Et alors, j'ai des petits bocaux en classe aussi où les enfants mettent une petite perle correspondante à l'émotion qu'ils ressentent au moment où on le fait. Donc, c'est vrai que oui, il y a toute une partie où je trouve que c'est important que les enfants parlent de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ressentent. Et de nouveau, le fait rien que de pouvoir avoir ce petit moment où ils peuvent discuter d'eux et de ce qu'ils ont dans leur tête, de nouveau, hop, ça c'est parti. Et du coup, ils sont concentrés pour pouvoir commencer à travailler. C'est ça, c'est-à-dire à l'opposé de certaines pratiques éducatives qui disent les émotions restent dehors, toi ce que tu dis c'est l'émotion elle vient avec de toute façon, donc on va la laisser s'exprimer pour qu'elle puisse justement laisser la place au reste. Ah oui, oui, tout à fait, mais c'est même prouvé, hein. Il y a quelque chose avec les mains. Ici, on dit que d'abord, il y a les besoins vitaux qui doivent être OK. Et puis, il y a en effet le cerveau des émotions qui doit être OK. Et seulement après, on peut atteindre le cerveau de la réflexion. Donc, ça ne sert à rien, en effet, si l'enfant est bloqué dans son émotion, il n'y a rien qui rentrera, hein. C'est ce que j'essaye de dire aux profs de manière générale, et il y en a plein qui sont ouverts à ça et d'autres non, mais peu à peu ça change heureusement. Et alors justement, du coup, j'ai une question qui me vient, c'est tu dis que ça fait 18 ans que tu es instit, alors on va parler ensuite de ton outil que tu as évoqué là au passage sur les moticocottes, mais ce sont des pratiques que tu développes depuis combien de temps ça? Ah oui, non, c'est récent. Je n'ai pas du tout commencé comme ça. Ah, Donc, oui, non, c'est vraiment en ayant moi-même des enfants, en me rendant compte de leurs difficultés et de l'importance de mettre des mots sur les émotions et que j'ai pris conscience de tout ça. Et c'est vrai que j'ai complètement changé ma façon d'enseigner et voilà, je trouve que c'est vraiment, ça porte ses fruits, je vois de tellement beaux résultats et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu créer cette cocotte. J'avais besoin de partager ces petites astuces mais qui peuvent devenir juste tellement simples et surtout voilà, faire de tellement beaux résultats. alors parle-nous de cette cocotte donc, que tu as développée. Donc, la cocotte, je l'ai ici, hein, je peux vous montrer rapidement. Donc, ça, c'est la boîte. Il y a un petit mode d'emploi à l'intérieur. Et le principe C'est la de... boîte dans laquelle tu l'envoies, parce que donc, je précise au passage, l'Emoticocotte, il y a un site, Emoticocotte, qu'on mettra d'ailleurs sous cette interview, et donc les gens peuvent aller commander cette cocotte sur ton site. Okay. Oui, tout à fait. Alors oui, c'est la boîte en effet dans laquelle la cocotte se trouve, mais c'est aussi la boîte, très important, dans laquelle il y a toutes les explications des différentes postures et des différentes respirations. Donc oui, en fait, c'est l'outil principal. Et alors après, il y a la cocotte qui est bien grande, qui est plastifiée, qui est assez chouette à manipuler. Et donc là, en effet, on a les 4 émotions principales. Et à chaque fois qu'on... Donc d'abord, le but, c'est de dire l'émotion qu'on ressent. Ok, des deux côtés, il y a les 4 émotions principales. Hein. Oui, donc en fait, il y a 2 fois la colère. Oui, oui, 2 fois la colère, du coup, 2 fois la peur, 2 fois la tristesse, 2 fois la joie. Mais par contre, quand on ouvre, il y a chaque fois, là, il y a une posture et une respiration de pleine conscience. Et forcément, de l'autre côté, il va y avoir 2 autres choses. D'accord. Donc, l'idée, c'est que quand on parle de l'émotion, dans ces émotions de base qu'on ressent, on choisit laquelle on ressent et on va faire les deux, c'est-à-dire le mouvement de yoga et la respiration qui va avec. Non, moi, je fais au choix. Maintenant, si l'enfant veut faire les deux, évidemment, évidemment, je vais certainement jamais dire non. C'est un chouette moment de complicité. Et, Okay. voilà. À la limite, même, parfois, l'enfant va choisir quelque chose dans le bleu alors qu'il a parlé de la joie. Mais finalement, toutes les postures et toutes les respirations de pleine conscience sont bonnes. C'est vrai que moi, j'ai adapté, par exemple, pour la colère, non, on va dire, pour la peur, par exemple, j'ai la respiration en effet de Superman, bon, qui est plus correspondante quand on a peur. Pour la tristesse, voilà. Mais en soi, tout fonctionne.
Ok, ok. Mais d'ailleurs, petite anecdote, quand on a parlé la première fois, toi et moi, et qu'on a préparé cet entretien, tu m'avais donné en exemple la respiration de la moustache, où on met le doigt sous le nez et qu'on respire. Et donc, l'après-midi même au parc, quand mon fils s'est retrouvé un petit peu en détresse, je lui ai parlé de la respiration de la moustache, qui a très bien fonctionné. Ah ben voilà. Ouais, c'est C'est excellent. vrai. Et alors, du coup, cette cocotte, tu l'as développée au départ pour tes enfants, à toi? Pour mes enfants, oui, au brouillon, voilà, c'était tout simple. Et puis après, j'ai voulu vraiment la développer, en effet, pour pouvoir partager cet outil. De base, je pensais plus aux parents, Mhm. mais en fait, je me suis très vite rendu compte que les commandes, ce n'était pas spécialement les parents. Il y avait aussi les psychologues, il y avait en effet des enseignants, il y avait des logopèdes. Enfin, voilà, j'ai touché un peu plus de monde que ce que je ne pensais, parce qu'à la base, j'avais noté en effet l'émoticocotte, un outil pour les parents, un jeu pour les enfants. Donc, de base, Mhm. je fixais juste les parents. Mais voilà, apparemment, Ok. ça Mais tu s'arrête t'en pas sers là. quand même en classe? Comment? Tu t'en sers en classe? Oh, je m'en sers en classe. Oui, oui. Alors, en fait, ce qui se passe, je l'utilise en effet surtout en début d'année, parce que ça me permet, à travers de la cocotte, de justement faire découvrir les différentes respirations, les différentes postures de yoga. Et une fois qu'ils les connaissent, du coup, je n'ai plus à réexpliquer. Et voilà, du coup, ça se fait facilement. Mais ceci dit, si j'ai un enfant qui rentre, qui a eu un chagrin dans la cour, alors hop, oui, il va venir près de moi, on va faire la petite cocotte ensemble. Comme ça, il met des mots sur son ressenti. Et puis, on va faire, en général, ce qu'on fait, s'il y a un enfant en particulier qui joue avec la cocotte, le mouvement va être fait tous ensemble quand même. Parce que, bon, on sait tous, Ok. voilà, c'est bon quand même. L'enfant, ça lui fait du bien aussi d'avoir ce partage avec les autres, d'avoir ce moment avec les autres. Donc, Oh, j'adore, j'adore. Bon, alors ça répond aussi à une de ces multiples questions qui m'est venue tout à l'heure, qui était comment tu enseignes ces différentes postures au fur et à mesure aux élèves qui arrivent en début d'année quand c'est une nouvelle classe, donc en particulier à travers cet outil. tout à fait. Oui, oui. Ok, C'est ok, vrai. super. Et Voilà. donc, puisque tu dis qu'au début, tu n'avais pas commencé comme ça, tu sens vraiment la différence depuis que tu t'es mis à intégrer ces pratiques-là dans ta classe. Oh que oui. Oui, franchement, voilà, les élèves ils arrivent tous les matins avec le sourire. Enfin voilà, je ne vais pas non plus me jeter des fleurs, mais c'est clair que je vois la différence. Hmm. Mais bon, voilà, l'enseignement évolue. Moi, il y a 18 ans, je lâchais rien. Voilà, ils devaient tout faire. Enfin voilà, on est dans une pédagogie maintenant où c'est un peu plus à la carte, on s'adapte un peu plus à l'enfant, où il en est. On l'écoute plus. Enfin, voilà, c'est vrai que ça a beaucoup, beaucoup changé, je trouve, depuis que j'ai commencé, ça c'est clair. Et qu'en disent tes collègues de classe? Alors, je sais que toi, tu n'as pas eu que cette classe-là, mais comme tu dis que ça fait, donc ton grand, il a 11 ans et ça fait 8 ans que tu es avec des élèves de cette classe-là, enfin de cet âge-là. Et qu'en disent tes collègues qui ont des enfants plus âgés? Plus âgé. Oui, c'est-à-dire que alors je dirais en fin de primaire, dans les 9-10 ans, est-ce que c'est un outil est-ce que tu as des collègues qui utilisent aussi les cocottes? Oui, j'ai des collègues qui utilisent l'émoticocotte, oui, oui, tout à fait, qui apprécient aussi, qui l'utilisent de nouveau pour découvrir. En fait, c'est un outil aussi qui permet aux enseignants simplement déjà de voir le type de respiration qu'on peut faire, le type de posture qu'on peut faire simplement en classe aussi, parce que bon, yoga, parfois, ça fait un peu peur, Mhm. alors qu'ici, tout est simplifié, quoi. C'est vraiment des mouvements, des respirations basiques, j'ai envie de dire, et rapides, et voilà. Et maintenant, les plus grands, pour répondre à ta question, tu dis ça par rapport Pour aux enfants savoir qui un sont petit passés peu, chez moi et puis qui sont montés, c'est ça? non, ou pas, pour savoir un petit peu jusqu'à quel âge est-ce que tu penses qu'on utilise facilement cette émoticocotte? En classe, je ne sais, honnêtement, je ne sais pas si chez les grands, vers 11-12 ans, je ne pense pas trop qu'ils seraient motivés, dans le sens, surtout par les images qui sont quand même adaptées plus aux Enfantine, petits. d'accord. Voilà. Maintenant, je dis ça, et moi, à la maison, par exemple, mon fils de 11 ans, il l'utilise encore. C'est vrai. Donc, oui, il l'utilise et il nous la ressort. Récemment, on a eu la perte, malheureusement, de mon beau-père. Hop, dès qu'il a vu son papa pleurer, hop, il est allé chercher la cocotte. Il est venu le lui apporter parce qu'il a compris que c'était un outil qui aidait petit et grand, quoi. Il sait très Hmm. bien que même nous, moi, ça m'arrive aussi de temps en temps
de faire une petite respiration, je leur dis, laissez-moi respirer 2 minutes, ils le voient et je ne me cache pas. Et voilà, ça permet de faire retomber tout ça. D'accord, d'accord, très bien. Et c'est marrant parce que ce qui me serait venu moins intuitivement, c'est de me dire que tes enfants maintenant connaissent bien l'outil et n'ont plus besoin d'avoir l'objet en main pour aller chercher une respiration qui leur correspond. Mais en effet, hein, le plus petit, par exemple, avec qui j'ai commencé quand il avait 2 ans et demi, lui, on va lui faire une remarque, on va lui demander de se calmer à table, par exemple, et bien, hop, je vais le voir directement commencer à respirer, ou la respiration de la moustache, il va le faire automatiquement. Mais mon grand, en effet, là, c'était amené à son papa pour, voilà, pour le lui présenter. En démarche de soutien. Voilà, tout à fait. C'est chouette, c'est chouette. Moi, ça me fait tellement, j'imagine que tu partages évidemment mon approche sur le fait que c'est tellement chouette de voir tous ces principes-là se développer, grandir et donc que tu puisses y participer. C'est pour ça aussi que j'avais envie de te mettre en avant là ici parce que je trouvais que tout ce qui peut contribuer à cette démarche dans laquelle on aide nos enfants à vivre leurs émotions, à les traverser, à trouver les ressources en eux plutôt que d'avoir ces réflexes avec lesquels on a grandi, hein, de dire exactement, c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est pas grave. si j'avais pu avoir ces outils-là petite, parce que là, maintenant, nous, on est avec nos habitudes de monter directement dans les tours, dans nos émotions. Et c'est vrai que là, je vois, chez les plus petits, ça aide dès que c'est dans la routine. Donc oui, clairement, j'espère que tout ça va continuer et que les enseignants vont faire ça de plus en plus en classe aussi. C'est vraiment un bel outil qu'on leur donne, je trouve. Ouais, c'est génial. Alors, de mon côté, j'attache aussi de l'importance, mais c'est marrant parce que j'adore t'entendre parce que je me rends compte que probablement du fait de mon éducation, je ne me sens pas forcément toujours très connectée à tout ce qui est sensation, corps, tout ça. Donc, j'adore ton émoticocotte qui, en termes de vocabulaire et émotionnel, reste très simple. On est dans les 4 émotions de base et on veut vivre la chose, tu vois. Donc, Exactement, oui. ça apporte vraiment un aspect intéressant par rapport à ce que j'ai tendance à développer dans ma famille, qui est intéressant également, mais qui est différent. Le côté développement du vocabulaire émotionnel, qui me semble aussi important, d'aller plus loin justement que ces 4 émotions de base, mais pouvoir parler de ces sentiments avec un peu plus de précision et de nuance. Donc moi, j'ai fait des cartes sentiments qui permettent au contraire de faire grandir le vocabulaire, tu vois. Tout à fait. Finalement, je me dis que ce serait vachement bien de faire suivre l'un par l'autre, en fait. Commencer par la cocotte pour asseoir un petit peu la traversée de l'émotion et ensuite affiner la façon dont on fait passer ce qu'on vit avec un vocabulaire développé, quoi. Oui, oui, oui. Ben oui, c'est important après de pouvoir développer, en effet. Moi, c'est les 4 de base parce que c'est à partir de 3 ans. Je vais allumer la lumière, je me rends compte qu'il est de plus en plus sombre. Voilà, ça serait quand même beaucoup mieux. Ah oui, on te voit bien. Voilà. Mais oui, clairement, hein, il faut leur faire développer tous ces mots de vocabulaire. Il y en a un tas en plus, surtout dans la langue française. Super, bah écoute, merci beaucoup pour tout ce partage, pour cette inspiration. Donc, montre-nous encore la boîte de l'émoticocotte pour que tout le monde voit à quoi ça ressemble si jamais ils veulent aller la commander. Donc, voilà. Je la referme vite, ceci. Super, ok. On mettra le lien de ton site dessous. Et puis, moi, j'aime bien terminer un échange, quel qu'il soit, par ce qu'on retient de l'échange. Et ce que je vais te dire que ce que je retiens particulièrement, c'est cette idée des 2 pouces. On va vraiment faire passer dès le départ l'idée à nos enfants que les émotions, on n'en vit pas forcément qu'une, mais qu'on peut en vivre plusieurs. Ça fait écho avec les différentes parts de soi qu'il y a en communication non violente, etc. Donc voilà, je repars avec ça et je vais en parler rapidement à mes enfants. Super, un tout grand merci à toi en tout cas. Merci également, à très vite. À très vite, au revoir.